business to Christine. L'acronyme IP ou en français PI. Ben, ding, ding, ding. À vous deux, vous avez les deux un point là-dessus. Ici à l'Institut, on aide beaucoup de startups à prendre ces bons d'incubation-là au bon moment. Je dirais bon guess à vous deux. Malheureusement, vous n'avez pas la réponse. C'est dans le financement. On parle même pas du B2B, de C, de D, de G. Et maintenant, tu vas nous expliquer c'est quoi le CTO, parce que tu as déjà entendu la réponse. Si tu l'avais switché, j'aurais dit information personnelle puis personal information. Et au début, l'investissement pour une startup, il y a un petit problème. C'est quoi? C'est la valorisation des actions. Chief Tomato Officer. OK. Ben, je vais laisser... Ça, c'est bon, c'est bon. Je vais laisser Antoine répondre, puis on revient à ton commentaire. Alors, bienvenue à un autre épisode de Startup Talks. Aujourd'hui, on a quelque chose de spécial organisé. On a premièrement toute l'équipe de l'Institut Innovation Gatineau ici, incluant, ben, on connaît Eric, on connaît Soufiane et moi-même, mais on a deux invités spéciaux, dont Christine Denis, bienvenue, Merci. qui est notre directrice des opérations, puis je vous explique pourquoi dans une seconde. Et on a aussi avec nous Antoine, qui est nouvellement stagiaire avec l'Institut. Pour les 5 prochaines semaines, n'est-ce pas? Yes. Right. Puis, la raison pourquoi on les a invités sur le podcast, c'est qu'on s'est dit, le monde des startups est parfois très obscur pour les gens qui ne connaissent pas le jargon startup. Puis, bien que Eric, Soufiane et moi, on a un peu plus d'expérience, Christine, dans son ancienne vie, ça fait pas si longtemps que ça, était directrice gestionnaire d'une cour municipale dans MRC des Collines. Oui, responsable et greffière d'une cour municipale à la MRC des Collines. C'est ça. Donc, pas du tout dans le monde des startups. Pas du tout, non. C'est quand même un nouveau monde pour toi. Puis, tu sais, on veut... puis pas tout à fait la même chose pour Antoine. Je pense que tu as été exposé un peu par tes intérêts, mais pas autant d'expérience que, disons, nous trois. Donc, on s'est dit qu'aujourd'hui, on va faire un petit game. On va poser des questions sur des jargons startup, des mots allant de plus facile à plus difficile. Donc, Soufiane, Eric et moi, on va agir un peu comme les hosts. Vous allez faire votre mieux de répondre. Puis surtout, guys, on va avoir du fun. Oui. Right? On va avoir du fun avec ça. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Tout est beau, let's go, let's start it. On commence. Let's do this. OK. Parfait. Ben, Je vais juste ajouter un petit peu avant de commencer. C'est que le jargon des startups, il est loin du jargon d'un entrepreneur. C'est-à-dire, on va rencontrer chaque jour ici à l'Institut des entrepreneurs à succès. Et la preuve, c'est Christine, elle est entrepreneuse à succès. Mais ça ne veut pas dire que si quelqu'un ne connaît pas un mot de jargon des startups, qu'il n'est pas entrepreneur. Il faut juste faire ce point-là, je crois, en lumière, parce qu'on trouve même des grands dirigeants, des organismes ici à Gatineau, à Ottawa. Ils sont très, très forts dans ce qu'ils font dans l'entrepreneuriat, mais le jargon des startups est un petit peu loin du domaine. très bon point. Ouais. Donc, on est là pour aider à propager l'éducation sur le mot des startups, puis tout le monde peut en bénéficier. Alors, sur ce, on se lance. Est-ce que, Soufiane et Eric, vous voulez commencer avec une première question? Je peux y aller avec la question de base. Antoine, Christine, qu'est-ce qui est un accélérateur de startup? À qui tu poses la question, Antoine ou moi? Faudrait que tu mentionnes si à qui tu poses la question, sinon on va répondre en même temps. OK. Christine, vas-y en premier. OK. Un accélérateur, c'est... ben, en fait, nous autres, on est un accélérateur, n'est-ce pas? Quand il y a des gens qui rentrent, ben c'est ça, j'explique. J'explique qu'un accélérateur, on est certifié par le gouvernement, je crois, pour aller chercher des subventions pour aider les startups à faire grandir leurs idées, leurs produits, ainsi de suite. C'est bon? Bonne réponse. Et Antoine, ta version? Moi, je penserais qu'un accélérateur, c'est
pas nécessairement un institut, mais un endroit où les entreprises peuvent venir et se rediriger pour faire accélérer à grande échelle leurs opérations au lieu de, par exemple, prendre 5 ans à atteindre un certain point. L'accélérateur va les pousser et les aider justement à arriver à ce point-là d'une manière différente que la normale, tout en y arrivant beaucoup plus vite, dépendamment des offres de marché, tout ça. Ben, ding, 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 à vous deux. Vous avez les deux un point là-dessus. Je peux lire la définition officielle que j'ai trouvée ici sur Internet. L'accélérateur est un dispositif qui accompagne les startups dans leur développement. À la différence d'un incubateur, l'accélérateur intervient une fois la startup structurée afin de l'aider à passer à un palier plus haut. Donc, bravo à vous deux. Pour la première question, je repasse le micro à Michael. En fait, je vais passer la balle à Soufiane pour la prochaine question. OK. Bon, avant de commencer, on a dit qu'on va improviser beaucoup de choses. Le plus important, c'est de vulgariser. Je commencerai par c'est quoi une start-up? Antoine en premier maintenant. D'accord. Moi, je dirais qu'une start-up, c'est bien sûr une entreprise en développement, une jeune entreprise, mais c'est un petit peu plus qu'une entreprise normale ou qu'une entreprise individuelle, par exemple. La start-up va se focaliser un peu plus sur l'innovation, amener quelque chose de nouveau, tout en essayant de se rendre plus vite à un certain point, à moindre coût, qu'une entreprise normale. Oui, Christine, c'est à toi. Une start-up, c'est pas comme une entreprise qu'on voit tous les jours. Une start-up, c'est un fondateur qui a une idée innovante, qui veut l'apporter plus loin, puis faut que ça soit un produit ou un service qui est scalable, je pense. En autre mot, qui se répartit. Oh, les gars. C'est-tu bon? T'as-tu fait des études hier soir, par chance? Pas du tout, mais ça fait quand même depuis octobre l'année passée que je suis ici. Ça fait que j'ose espérer que je connais les réponses de base. ça va bientôt faire 1 an, dans le fond, que t'es avec nous. Exactement. Oui. Drink, drink, comme tu as dit, là? Oui, pour les deux, c'est bon. Je vais juste ajouter un petit point. C'est que ce que vous avez dit exactement, la startup, c'est une entité une entité à ressources très limitées. Donc déjà en premier, qui va essayer de découvrir un nouveau business model dans le marché. Donc, si tu veux ouvrir un restaurant, le business model est déjà existant. Tu vas aller faire un benchmarking, voir d'autres restaurants et voir comment ça marche, comment ils font l'acquisition de clients, comment ils vendent, les marges, etc. Mais si tu as un nouveau produit qui n'est pas dans le marché, tu dois découvrir comment le rendre viable, comment créer un business model à partir de là. Et là, on va définitivement dire que le risque est très haut au début, parce que c'est très risqué. Parce que ça n'existe pas. Absolument. C'est pourquoi les banques ne veulent pas faire affaire avec des startups au début. Parce que le risque est très haut. Et c'est tout un sujet, mais bravo pour vous deux. Oui, bravo. Je vais prendre le prochain. Qu'est-ce que le crowdfunding ou le sociofinancement? Christine. OK. C'est quand on a besoin de lever des fonds. La façon de le faire, c'est on peut le faire en groupe, en instant des gens de l'extérieur de donner pour le bien-être de ce produit-là ou ce service-là, je pense. Évidemment, il y a toute la partie socio-financement, ça me fait penser un peu à GoFundMe, là, tu sais, quand il y a des gens qui ont une cause de quelque sorte, ils peuvent faire tout un... Je suis surpris que tu n'as pas utilisé la ruche comme exemple. Oui, il y a la ruche aussi que je peux donner, évidemment. Notre campagne de dons s'en vient, donc c'est important de le mentionner. Effectivement, ça, c'est une campagne de sociofinancement. Oui. Puis, Antoine, est-ce que tu veux rajouter à ça? Je pense qu'elle a couvert des très bons points. J'aurais un peu dit la même chose que ça. Peut-être pas dans ses mots, peut-être dans les miens, mais... ça ressemblait vraiment beaucoup à aller rechercher
du financement ailleurs que dans l'entreprise ou dans les banques par rapport à soit la population, d'autres entreprises et essayer de rejoindre le plus grand nombre de personnes pour financer nos projets, notre entreprise. Ding, 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 right? So, officiellement, financement participatif, c'est un modèle de financement qui fait appel aux internautes via une plateforme dédiée. Il peut prendre plusieurs formes, dont un prêt rémunéré ou participation dans l'entreprise. Ça peut aussi, dans mon expérience avec GoFundMe, je pense, tu peux comme faire des promesses de produits dans le futur. Si tu me donnes l'argent tout de suite, tu vas être comme un premier acheteur dans le fond, mais on te livre après que le manufacturing soit fait. Donc, très bon, très bon. Je pense qu'on a besoin d'augmenter la difficulté un peu, les boys. Qu'est-ce que vous en pensez? Yeah. Yes. Puis j'y vais avec je reste dans le facile, mais j'y vais avec un premier acronyme. Puis n'hésitez pas à dire ce que vous pensez si vous ne savez pas la réponse. Qu'est-ce qui est un KPI? KPI, K-P-I. Qu'est-ce qui est un KPI? Christine, vas-y. KPI, ça, je devrais le faire savoir c'est quoi ça, parce qu'on l'utilise. Key Personal Information. Mais c'est pas ça. Mais j'oublie, là. OK. Mais je sais Antoine? que c'est qui quelque chose. J'aurais utilisé, je pense, le même acronyme qu'elle par rapport quand il faut que tu fasses une clé personnelle d'identification. Je pensais que c'était KPI, mais ça se peut que ça soit pas ça non plus. Bel essai. Selon l'Internet, puis je vais lire la définition. Déjà, je vais vous donner le mot. Ça veut dire quoi? Key Performance Indicator. Ah oui, oui. Indicateur de performance, clé. Indicateur qui aide à identifier pour définir la bonne performance ou non d'une activité, d'une startup. Donc, je laisse ça comme ça. D'habitude, les KPI sont chiffrés. Donc, c'est ce qu'on appelle des Specific Measurable Objectives or Indicators. Fait qu'il y a des chiffres attachés à ça. Je laisse ça là-dessus, mais bon essai à vous deux. J'ai bien aimé le mot que vous avez sorti. Je repasse la balle à Michael. Je peux aller. Organisez-vous, là. Ouais, vous n'êtes pas super organisés. J'en ai une bonne, guys. Tu sais, dans le monde des startups, souvent, on va entendre parler dans les nouvelles, il y a une licorne. Telle startup, est une licorne, OK? Qu'est-ce que ça veut dire, une licorne, dans le monde des startups? Je le qualifierais comme une startup qui se démarque des autres, qui innove, qui amène quelque chose de nouveau qu'on voit vraiment pas souvent, comme un peu la licorne, qui est un animal légendaire. Et puis Christine, tu veux-tu ajouter? Ben, c'était mon idée aussi, là. Okay. J'imagine, une licorne, c'est très rare. Ça fait que une entreprise qui se démarque. Vous avez raison. Oui, vous avez raison. C'est une entreprise qui se démarque, mais spécifiquement en croisant les 1 milliard de dollars en évaluation. Okay. Puis c'est pour ça que c'est rare, parce que c'est très peu d'entreprises qui peuvent atteindre ce niveau-là, mais c'est souvent plus des startups que des PME qui vont être des licornes, right? À cause de leur modèle scalable, répétable, etc. Ben c'est ça. Merci. Bel essai. Parfait. OK, je dirais, c'est quoi? Et Christine, j'entends ça beaucoup ici entre moi, Eric et Mike. C'est quoi les bons d'incubation? Oui, des bons d'incubation, c'est une subvention, je pense, pour aider le financement d'une start-up. Pas fort, là. Pas mal. OK. Une subvention gouvernementale qui est donnée à certaines startups qui comportent certains critères, sûrement, à ces bons d'incubation-là, parce que ça ne doit pas être toutes les entreprises qui peuvent en bénéficier non plus. Un peu comme Christine a dit, c'est des subventions. Je dirais que la réponse est 3 sur 4, je crois. Ouais, ils sont sur la bonne voie. Ouais, c'est sur la bonne voie. Je dirais trin. Qu'est-ce que tu ajouterais?
J'ajouterais que les bons d'incubation, effectivement, ce sont des subventions pour les startups, mais surtout dans les premières phases de validation. Donc, tu as des hypothèses et tu veux aller faire un peu de recherche et développement, tu as besoin des coachs externes, de la consultation externe. Ils peuvent donner jusqu'à les 40 000 d'un budget ou bien d'un montant de 53 000. Il y a des critères, mais ici à l'Institut, on aide beaucoup de startups à prendre ces bons d'incubation-là au bon moment. C'est ça? Ouais, non, c'est bon, je rajouterai rien là-dessus pour l'instant. C'est spécifique au marché québécois, par contre. Ça, c'est pas spécifique au terme. C'est marché québécois des startups / PME innovantes avec la recherche et développement. On reste dans les diminutifs. C'est quoi un VC? Je rajoute VC, VC, les lettres V, C. Et rappelez-vous, vous pouvez demander aussi un indice ou une astuce pour vous aider à donner plus de contexte, mais je répète, c'est quoi un VC dans les termes startup? Je peux-tu utiliser appeler un ami? Dring, 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 Sofiane. VC. VC. Vector. Mais tu pourras utiliser ton bonus, la carte. Comme Oui. 3 cartes. OK. Moi, je vais utiliser appel un ami. Là. Okay. Un indice. Je vais demander l'indice à quelqu'un. OK. Vas-y, Sofiane. Mais je pense, on passe à Antoine. Parce qu'il se peut qu'il ait la bonne réponse. Oui, et après, on va retourner à l'indice. Ça marche. Je doute d'avoir la bonne réponse parce que juste le VC, j'aurais dit en français véhicule cognitif. Un VC, c'est un Venture Capital. Ah oui, Venture Capital. Ouais. Donc, c'est pour ce sont le capital risque. Et d'ailleurs, le fonds capital risque à l'IG. Mike, si tu veux rajouter un mot. Oui, c'est ça. C'est des investisseurs institutionnels rendus là, un peu différenciés des anges. On ne va pas poser cette question-là, mais qui vont investir dans les startups dans leur phase, pas tout à fait de début, juste après le démarrage. Ce qu'on appelle série A, série B, pour des montants de quelques millions à plusieurs millions. Donc ça, c'est un VC, les guys. OK. C'est pas un vecteur de quelque chose. D'ailleurs, mais rajoute un peu de contexte par rapport au VC qu'on est en train de développer de la Gatineau. Mais oui, j'ai manqué l'opportunité. C'est justement ça qu'on est en train de mettre en place avec nos différents partenaires. Donc, l'objectif ultime de Aventure Capital, ça va être d'investir dans les startups de l'Institut et d'autres membres de l'écosystème, là où ils ont besoin le plus. T'sais. On va aller un peu plus tôt, on va aller dans le pré-démarrage également, mais disons que normalement, c'est en démarrage. Donc... C'est excitant. Oui, effectivement. C'est bien. Laisse-moi poser une question après ça. J'en ai vu une couple. Là, on s'en va dans l'intermédiaire. Est-ce qu'on est prêt à ça? Écoute, j'espère. Laisse-moi trouver... Ah, OK. L'acronyme IP, ou en français, PI. Sac. Si tu l'avais switché, j'aurais dit information personnelle puis personal information. Mais IP. Parce qu'une adresse IP, c'est à ça que je pense. Ne veux pas. Mais l'acronyme Pas IP, tout à fait dans ce contexte-ci. Je vais passer la parole à Christine. Christine, est-ce que tu as une idée en tête? Oui, je pense que c'est intellectual property. Ding, ding, ding. Je travaillais dans le juridique, ça fait que c'est quelque chose qu'on utilisait souvent. Oh, yes. Propriété intellectuelle. Tu vois, c'est pour ça que vous êtes en équipe, là. On est en équipe. Two against the world. Yeah, exactly. Two against IIG. Oui, c'est exactement ça. En anglais, a category of property that can be legally protected. Donc, propriété intellectuelle, c'est ce qu'on appelle des brevets, des copyrights, des images de marque, des choses comme ça. Donc, qu'une entreprise peut utiliser pour protéger ce qui lui appartient, ce qui a été créé par son travail intellectuel.
Puis ça peut être utilisé de façon défensive aussi. On crée des choses, on veut pas que d'autres entreprises l'utilisent. Donc, on est le seul à avoir le droit à l'utiliser. Dans le petit fond, c'est une peu façon comme, de se protéger. Ouais. Un petit peu comme Walt Disney. Oui. Ils n'utilisent aucune image de Walt Disney. Absolument. Ils vont En fait, poursuivre. j'ai vu en quelque part que Disney est vu comme une compagnie de propriété intellectuelle. Là. Ils ont juste un gros portefeuille. Puis avec les générations, ils vont comment dire, réutiliser cette propriété-là, puis ils vont juste le upgrade, comme en ce moment, ils sont en train de... Mais je sais pas si ça a été cancellé, mais Snow White and the Seven Dwarfs, mais ils ont fait ça en 1929 ou quelque chose comme ça, mais ils ont fait plusieurs itérations dessus, puis ça, c'est la propriété intellectuelle. Je vais passer le micro à Eric. Oui, mais je sais pas, moi j'ai une question intermédiaire dure que je peux vous poser par rapport à des terminologies. Encore une fois, un mot anglais. Rappelez-vous, vous pouvez demander plus de contexte, mais je suis intéressé d'avoir vos réponses là-dessus. Qu'est-ce qui est un burn rate? Burn rate. Si je traduisais en français, ça ferait aucun sens, mais qu'est-ce qui est un burn rate en anglais? Terminologie de startup utilisée en tout temps. Ben, je sais qu'on l'utilise ici aussi, là, surtout dans les finances. C'est par rapport au profit, peut-être, au profit que par rapport aux dépenses, une différence entre les deux, quelque chose comme ça. Là. Antoine? Moi, j'avais 2 idées, mais principalement, celle que je vois, c'est que ça aurait pu être un certain palier. Qu'une fois que tu dépasses ce palier-là, t'appelles ça le burn rate ou pas. C'est mon idée, honnêtement. Tu dépasses ça, t'as comme brûlé le plafond, tu l'as dépassé ou peu importe. Sinon, ça peut être l'inverse aussi. Si t'es dans le rouge puis que ça fonctionne pas, t'es en train de te brûler, là. Ça va pas bien. Je dirais bon guess à vous deux. Malheureusement, vous n'avez pas la réponse. C'est dans le financement, puis je vais dire la réponse de l'Internet. In the simplest form, it's how quickly your business is spending money that is already available. That is your burn rate. So if you have X amount of money, say you have $1 million in the bank, your burn rate is, say, 6 months or 12 months. It's basically the timing it will take to go through all that money without new money coming in. That's runway. Yeah. It's the same thing. No, it's not the same thing. No. Burn rate is the rate at which you're burning the money. So if you have $1 million in the bank, but you're burning 100,000 per month. No, but that's what it says on there, but that's not the right answer. La distinction entre burn rate puis runway, les deux sont similaires, mais c'est pas la même chose. C'est, tu as 1 million dans le compte de banque, tu brûles 100 000 par mois. Ton runway, c'est de 10 mois. Right? Ton burn rate, c'est le montant brûlé chaque mois. C'est ça. Ouais. Exact. Donc, Eric, il perd un point. Bof. Soufiane, vas-y avec une question. Agree to disagree, by the way. Je dirais le churn rate. Churn rate. That's hard. Oh. Le turn rate. Churn. Churn. C-H-U-R-N. Churn rate. Et ça aussi, c'est très, très utilisé dans le monde des startups. Churn. T'as-tu d'affaire avec mocher, ça? Non? All right, so. C'est tough, celle-là. Là, j'ai aucune idée. Je peux, si vous voulez, on saute celle-là. Vous avez le droit de dire, on saute. Ouais. On saute ou on appelle un ami, un ou l'autre. Là, Ben, ou on peut avoir d'autres... des hints? Oui, des hints. Un contexte. OK, Un contexte. OK. Churn rate, OK. C'est par rapport... C'est un métrique important quand on essaie de mesurer la performance de ton produit à retenir des utilisateurs. J'espère que j'ai pas donné la réponse. Tu as littéralement donné la réponse. Mais bon. Ça va un peu plus loin que ça. Oui. OK, le niveau à lequel que tu gardes ton...
Je sais pas. Là. Mais je pense que tu étais juste à veille de le dire, mais si vous voulez, je peux essayer de... Est-ce que c'est le rate, le niveau de satisfaction client? Pas tout à fait, mais je vais l'expliquer, Ou c'est le bon. nombre de retours, par exemple? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Donc, churn rate, c'est le pourcentage d'utilisateurs qui vont quitter le service à tous les mois. OK. Donc, si tu as 100 utilisateurs, puis ton churn rate est de 10%, tu vas perdre 10 par mois. Ou tu peux le faire sur une base annuelle ou mensuelle, peu importe. Mais tu vas... C'est le taux de... C'est un bon métrique pour le taux de rétention parce que tu veux réduire le churn rate. Tu veux augmenter le retention rate, I guess. Mais c'est ça. That was a tough one. Ouais. C'est-tu pas dans les avancées, celui-là? Oui, c'est dans les Je avancées. m'excuse. C'est dans l'avancée. Mais je vois que Mike a sauté à l'opportunité de donner la réponse. Oui, c'est ça ce que je vois. On peut retourner dans les C'est ma faciles. question, là. C'est moi qui dois retourner dans la Ouais, réponse. on peut retourner dans le facile, puis après, on va redonner... Soufiane, on va te redonner aussi la parole, mais un facile, c'est quoi un espace de coworking? Christine? Ben, c'est un espace où plusieurs entrepreneurs, ils peuvent avoir une compagnie, puis ils peuvent venir travailler parmi les autres. Ça fait qu'ils peuvent avoir soit un espace de travail dédié où ils peuvent juste rentrer le jour avec leur ordinateur, leur portable, puis s'installer tout simplement. On a évidemment un espace de coworking ici, donc vous pouvez réserver ou même... je peux vous référer à Ergon, qui est une autre place de coworking aussi, à Hull, qui est excellent. Antoine, tu peux-tu rajouter? Non, c'était... Plus Très que bien. complet. Avec des références. Je rajoutais juste ding, ding, ding. En passant, c'est très, très bon. La réponse, Christine, c'est que historiquement, les compagnies devaient louer des espaces de bureau avec des listes de 5 ans ou de 2 ans. Ils étaient C'est collés. vrai. Les espaces de coworking sont arrivés pour aider les startups à avoir des locations mensuelles où à tous les mois, si ça marche pas ton entreprise et tu veux aller faire autre chose, ben, tu peux quitter. Mm-hmm. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir un contrat sur 12 mois, sur 24 mois, 36 mois, peu importe. Donc, je repasse la balle à Soufiane, en fait, parce que c'est Mike qui a répondu à sa question. Mais on y va. Ouais. C'est quoi un CTO? CTO. Chief Tomato Officer. You're so close. Je suis proche, hein? Ouais. Qu'est-ce que le T pourrait être? Ouais. Chief? Oui, et official, c'est correct. Maintenant le thé, le tomato. Qu'est-ce qui remplace la tomate dans une startup? Technique? Ouh! Yeah. Chief do we get Technical it? Officer. Yeah. Chief. Oh, it is Chief Technical Officer. I was going to say Technology Officer, but I guess they're interchangeable. Yeah, technique. Super. Good job. Good job. Ok, maintenant Points. tu vas nous expliquer c'est quoi le CTO, parce que tu as déjà entendu la réponse. Qu'est-ce qu'il fait dans la startup, un CTO? Il gère les opérations techniques avec les autres employés de la startup, par exemple. Ou il coordonne un peu les opérations, je pourrais dire. Oui, that's right. En fait, je vais dire, le CTO est le responsable du développement technologique dans l'entreprise. Donc, tout ce qui est la technologie, les opérations, le choix de la technologie, tout ce qui est en relation avec la technique, c'est lui qui va chapeauter ce service-là. Parfait, c'est très bien. Trin, trin. Yeah, good job, guys. Good job. J'en ai une petite courte, là. Je pense que vous allez la voir. C'est quoi un DEC? Un diplôme d'études collégiales. Si vous voulez, je l'appelle. Ouais. D-E-C-K. Un patio. C'est pour ça que j'ai posé la question. Exactement pour ça. Tu vas-tu me poser la question, moi aussi? Oui, mais c'est à vous deux, là. You guys are a team. Un deck. DECK, vraiment, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est exactement ça. Décor, enveloppant. Je pense que ne donne pas la réponse. Ajoute un petit mot à côté, ça va donner un peu de contexte. Pitch deck. Ah, ben oui, OK. OK. C'est comme un elevator pitch. Quand on est dans un ascenseur, puis on a juste quelques minutes pour donner, c'est qu'est-ce que donner l'information par rapport à notre start-up.
C'est quand on fait un pitch sur un patio. Non, non, c'est une joke. C'est pas ça. Un pitch deck, c'est... en fait, c'est la présentation comme telle qu'on fait devant des investisseurs normalement, mais tu peux aussi pitcher des futurs employés que tu veux convaincre puis vendre ta vision, mais c'est supposé être un document relativement court. On parle du 10-slide pitch deck avec 10 pages, on va dire. Puis visuel, très visuel. C'est pas juste des mots sur une page. C'est pas juste verbal, c'est par écrit aussi. C'est pour Ouais. envoyer possiblement aux investisseurs ou quelque chose comme ça. Exact. Puis tu peux souvent le mettre en présentation derrière toi, puis tu fais ton pitch. Ah oui, ta présentation. OK. C'est ça. Mais je l'ai choisi pour ça parce que ça a comme plusieurs connotations. Puis j'ai aimé le deck DEC au début. Donc, good job. Je vais le passer à Eric. Ouais, j'en ai un. Enfin, encore une fois, c'est un diminutif. Je vais le diviser en deux, un pour chaque. Antoine, je commence avec toi. C'est quoi les lettres B2B? Ça veut dire quoi? B2B. Business to business. Excellent. Et B2C, Christine? Business to commerce. Presque. Business to company. Business Presque. to Christine. Ding, 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 ding. Technically, Technically, that's correct. Oh, okay. Technically, yes, because you're a consumer. Consumer, c'est ça. So, yeah, it's, les business qui vendent directement aux consommateurs versus au business. B2B, B2C. Et B2G. Oui, c'est quoi B2G? Group. Business to Et tu travaillais là. Tu travaillais là avant. government. Ouais, Bingo. business to government, yeah. OK. Puis je rajoutais juste pour les gens qui écoutent en audio, il y a du B2B2C qui existe aussi dans le monde de startups, c'est-à-dire business to consumer. Yeah. Donc, on parle de marketplace pour la plupart quand c'est ce genre d'application qui existe. Mais marketplace, c'est un autre mot que je ne sais même pas si vous savez. C'est ça. Vas-y, Soufiane. Vas-y, Soufiane. Ouais. On parle même pas du B2B, de C, de D, de G, to all of them. Moi, je trouve que c'est un peu ridicule de comme élaborer sur plein d'intermédiaires, mais bref, tu peux aller, Soufiane. Ouais. C'est quoi un marketplace? Amazon. C'est un exemple où on rassemble tous des produits, puis les gens peuvent acheter directement sur une plateforme, je pense. OK, Antoine. J'ai marqué ta réponse à côté. En français, c'est une place de marché. Moi, je dirais c'est un marché, une section dans le marché qui se spécialise dans un domaine, par exemple, ou une gamme de produits qu'une entreprise va vouloir aller rechercher. Un certain marketplace, un certain public cible pour ces produits-là. Non. Christine était proche un petit peu. En fait, Christine, elle a donné un vrai exemple. Un exemple. Mais la définition, peut-être, elle est plus grande un petit peu que cet exemple. Le marketplace, c'est un endroit où on a deux sides. On a des fournisseurs qui vont venir, de services, de produits, de n'importe quoi, des fournisseurs, et on a des acheteurs, ou bien des utilisateurs. C'est comme Airbnb. Il y a des gens qui vont poser leur maison, il y a d'autres gens qui veulent louer. Et alors là, ils se rencontrent, et dans le monde des startups, la validation du business model d'un marketplace est un petit peu difficile qu'un SaaS. Je crois le SaaS aussi, ça serait... Bon, sauf ça pour plus tard. Ouais, le marketplace il est un petit peu difficile parce qu'il y a toujours deux côtés dans l'équation. Il y a des fournisseurs, il y a des utilisateurs. Donc Amazon, oui, il y a des fournisseurs qui vont postuler leurs produits. Il y a des consommateurs qui vont entrer. Ils vont se rencontrer sur le marketplace. J'aimerais élaborer sur ce que Soufiane vient de dire. Un autre terme qu'on utilise pour décrire la difficulté de lancer un marketplace, c'est qu'on a le problème œuf et la poule, chicken and egg, parce que c'est difficile d'atteindre une liquidité, qu'on dit, entre les fournisseurs puis les acheteurs. Donc,
qui commencer avec? Est-ce qu'on met les fournisseurs sur la plateforme en premier ou est-ce qu'on met les consommateurs, les acheteurs, on va dire? Souvent, la tactique qui semble fonctionner pour les startups, c'est va chercher les fournisseurs, puis une fois que tu as ça, tu apportes la demande. C'est souvent plus facile. Mais c'est toujours difficile de commencer un marketplace. On parle aussi du cold start problem. Parce que c'est comme un moteur. Tu as besoin de le tourner une couple de rotations avant que ça parte tout seul. Mais une fois qu'un marketplace est parti, ça peut être un des business models les plus forts. Exactement. Parce que ça peut atteindre des network effects, que je ne vais pas vous poser plus tard, mais des effets de réseau. Puis ça, c'est quand chaque utilisateur qui se joint au réseau ajoute plus de valeur à tout le réseau. Puis la valeur augmente de façon exponentielle à mesure qu'on ajoute des gens. Donc, en d'autres mots, juste pour faire le sommaire, un marketplace est difficile à partir, mais une fois que c'est parti, ça peut devenir dominant en atteignant un effet de réseau. Donc, Gotcha. Très bien ajouté, une bonne bonification. Oui, non, super définition entre vous deux. Je pourrais même rajouter une stratégie actuellement utilisée par certaines startups qui font des marketplaces, c'est que eux-mêmes, la startup va créer les profils de leurs fournisseurs avant même que le fournisseur rentre sur la plateforme. On appelle ça un shadow profile. Et ce shadow profile, ils vont le donner gratuitement ou vendre par la suite par des techniques marketing aux fournisseurs pour leur dire venez claim your profile dans notre plateforme. Ça va vous donner X bénéfices. Et c'est comme ça qu'ils éliminent une certaine, je dirais, recherche de fournisseurs d'un côté de l'équation, parce qu'encore une fois, comme ce que Mike et Soufiane ont expliqué, c'est très, très difficile à commencer un marketplace. Donc, ils le font le job pour le fournisseur et ils le convainquent que c'est bénéficiel de rentrer dans leur plateforme, mais ils font tout le travail pour eux. Donc, on rajoute un peu là-dessus, mais oui. vas-y. Ma prochaine terminologie est un peu dans les hardcore, genre je dirais que c'est un peu plus difficile. Mais la définition que vous allez me donner, je pense que ça peut être drôle aussi. Donc j'y vais avec le mot, c'est un mot anglophone encore une fois, bootstrapping. Bootstrapping. Qu'est-ce que ça veut dire dans la terminologie startup? To bootstrap. I'll leave it like that. Christine, vas-y. Attache tes cheveux. On y va full pin. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est bon, ça, Christine. Ouais, c'est mieux d'avoir une bonne couette parce qu'on avance vite. On fait du bootstrapping. Intéressant ce que tu as dit. Ouais, intéressant. On peut l'imaginer. On peut imaginer ça. Attache ta couette. Ouais. Antoine? Moi, j'avais pris un indice. Un indice. OK. Il est rendu à combien, lui-là? Là? C'est-tu son deuxième, troisième? Non, c'est son premier, je crois. Ah, OK. Je vais juste vérifier, là. Si je te donnais comme indice, je sais pas si ça va t'aider ou pas, mais c'est dans le domaine de la finance pour une startup. Et c'est en pré-revenu. Est-ce que ça t'aide ou ça t'aide pas? Ça te donne pas assez? Je crois. C'est qu'il pas a assez. augmenté la difficulté là. Ouais, c'est vrai. OK. Oui. C'est correct. On répond. Non, donc pas plus, ça donne pas plus d'indices. Je sais pas, Soufiane, Non, si pas tu veux vraiment. rajouter, Mike, si tu veux rajouter là-dessus. Je vais ajouter un indice, peut-être. Intégrer ou non un investisseur. Bon, c'est un indice. OK. De la recherche d'investisseurs. Et totalement le contraire. Ah, ouais. Donc, on va le définir. C'est correct, Eric. Bootstrapping, c'est le choix de ne pas lever d'investissement, puis au lieu de générer des revenus pour alimenter la business. Puis, tu sais, à l'Institut, chez nous, on a plusieurs startups qui ont choisi d'aller par ce chemin-là. Souvent, c'est plus difficile au début, mais après, ça devient beaucoup plus attrayant et plus facile à lever des financements parce que t'as moins besoin de financement, donc t'es vraiment dans une position de force, de levier. Tu génères tes propres... T'as des clients qui sont contents, qui te payent, etc. Même que peut-être que t'as même plus besoin d'investissement parce que t'as décidé d'aller par ce chemin-là. Donc, on encouragerait toutes nos startups le plus possible d'essayer de bootstrapper. C'est comme l'idéal, en fait. Mais des fois, si on a un produit qui demande beaucoup d'investissement, que c'est complexe, qu'il y a beaucoup de réglementation, qu'il y a du manufacturing, par exemple,
des grands coûts upfront. Des fois, on n'a pas le choix de lever de l'argent et donc donner une portion de notre entreprise aux investisseurs. Très bien dit, Mike. Non, c'est exactement ça. Fait que je laisserai là-dessus. Soufiane, est-ce que tu as une prochaine question? OK. Je vais essayer aussi de chercher un petit mot qui peut être drôle. C'est quoi un KISS? K-I-S-S. Oh, shit. Moi, je pense que c'est un je sais. groupe de musique. Kiss. Ouais. On l'utilise beaucoup pour... Mais bon, si je réponds, on va répondre. OK, tu sais quoi? Je vais donner 2-3 mots, comme ça vous pouvez au moins avoir Il y a KISS, il y a SAFE, il y a préconvertible. Alors, c'est quoi un KISS? Un bobo sous la peau. C'est juste ça que je pense. Qu'est-ce que vous pensez là? Moi, je Aucune connais espèce pas la d'idée. réponse, honnêtement. J'ai quelque chose en tête, mais je pense pas que c'est le bon. Le mot KISS, moi, c'est une terminologie marketing que j'ai utilisée, que j'ai en tête aussi. Je sais pas si c'est la même que toi, Mike. On pourra en discuter à la suite de vos essais. Mais je ne connais pas le mot KISS en termes de startup. Je le connais en termes de Le marketing. KISS, c'est utilisé en investissement. Il y a le love money, il y a les pre-seed, le seed, le série A, etc. Mais après, le type des investissements, il y a un SAFE. Oui. On utilise le SAFE. En fait, le SAFE, c'est quoi? C'est que un investisseur, il va entrer et puis il va donner un montant d'argent. Et au début, l'investissement pour une start-up, il y a un petit problème. C'est quoi? C'est la valorisation des actions. On ne sait pas comment valoriser une action. Alors, il y a des types d'investissements. En fait, le SAFE et le KISS, c'est par le YC. Donc, le SAFE, il est créé par un incubateur YC et le KISS par InvestList, le créateur, il s'appelle Nadal. C'est quoi le principe? Il va dire les investissements actuels, ils sont trop compliqués pour définir la valorisation. Qu'est-ce qu'on va faire? Un investisseur, il va donner de l'argent, mais on ne va pas négocier maintenant la valorisation. On va le laisser pour le prochain round. Ça, un SAFE. Les préconvertibles, c'est lorsqu'un investisseur, il va venir, il va vous donner de l'argent, mais c'est comme une dette. Donc, il va le convertir en une dette avec un intérêt après, dans le convertible en action aussi. Et le KISS, c'est entre les deux. Parce qu'il y a pour chaque cas avantages et inconvénients. Et surtout, lorsqu'une start-up, elle veut lever des fonds, on parle de ces cas-là, de SAFE, de KISS, de préconvertible, de désir. Juste rajouter une chose que je t'ai entendu parler de définir plusieurs terminologies. Je suis Christine et je suis Antoine. And I'll give you my definition of KISS. Keep it simple, stupid. I'm just saying, keep it simple, man. Est-ce que tu sais que le KISS, c'est l'abréviation de Keep It Simple? I know. Oui. OK. OK, mais on avait raison. Mais dans le contexte, oui, un SAFE, c'est supposé de réduire la friction d'investissement pour toutes les raisons que Soufiane y a mentionnées. Mais moi, je pensais à un moment donné que c'était comme Convertible Investment Something, SS. Ouais. Mais finalement, c'est Keep It Simple Stupid. Exactly. OK, got it. All right, we got it. We nailed it. Je sais pas, guys, je pense qu'on va wrap up bientôt. Je regarde le temps, ça passe. J'aurais une question qui est comme intermédiaire, je dirais. Pas trop tough. On parle souvent qu'une start-up est dans la vallée de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire, vallée de la mort, dans le contexte start-up? Antoine n'est pas certain, là. Je pense que c'est positif au lieu d'être négatif. Peut-être pas. La vallée de la mort. C'est une vallée spécifiquement juste pour les startups. Je sais que je pense aux États-Unis, il y a un endroit spécifique où toutes les startups s'y trouvent, puis ils sont dans la vallée de la mort. C'est à peu près juste ça que je sais, là. Tu sais. OK. Je vais laisser... c'est bon. Je vais laisser Antoine répondre, puis
On revient à ton commentaire. Moi, j'aurais pas dit ça pendant tout. J'aurais dit que une startup, vu que c'est nouveau, ça se lance, puis ça essaie d'innover beaucoup. T'aurais appelé ça la vallée de la mort, parce qu'il y en a beaucoup qui réussissent pas, puis t'en as moindre 3 sur 10, mettons, qui réussissent à scaler leurs produits puis leur entreprise. Je pense que tu l'as pas mal eu, Antoine. Good job. Puis je reviens à Christine après, mais je définis vallée de la mort, c'est la phase où une entreprise doit engager des réels coûts, bâtir un produit, engager du staff, etc. Puis c'est justement où que le risque est le plus élevé parce qu'en même temps, ils n'ont pas nécessairement les revenus ni les investissements nécessairement ou les subventions pour couvrir ces coûts-là. Donc, c'est une phase que pas mal toutes les startups passent au travers, où il y a un cash crunch. Tu dois lever du financement, tu dois bootstrapper avec succès, trouver ton marché cible, vendre, etc. Ou mourir dans la vallée de la mort. Christine, ce que je pense que tu voulais dire, c'est Silicon Valley. Oui! J'étais comme, ouais, il y a une vallée. In her case, Silicon Cemetery. You know what? It's probably more of a Death Valley than a Silicon Valley. Il y a beaucoup plus de startups morts dans la Silicon Valley. Donc, sais-tu quoi? On donne un demi-point pour ça. Ça, c'était... Merci, vous êtes généreux. Je sais pas si on va terminer tout de suite ou Soufiane, tu as un dernier terme parce que j'ai un terme de terminaison de terminologie startup qu'on pourrait leur demander puis terminer avec ça. Mais je sais pas, Soufiane, si tu as un dernier mot que tu aimerais leur demander. Oui. Vas-y avec ton dernier mot, puis moi je vais aller avec mon final word on the terminology. Je trouve qu'un mot essentiel dans la vie d'une startup, c'est le product market fit. Mm-hmm. C'est quoi ça, le product? Et on l'entend chaque jour et c'est l'objectif de chaque startup et de chaque investisseur, etc. Mais c'est quoi vraiment la définition? Antoine, OK. Je dirais que c'est où le produit... Comment le produit va s'intégrer au marché? Est-ce qu'il y a de la demande ou pas au marché? Comment il va pouvoir s'adapter? Est-ce que les consommateurs vont l'apprécier et l'accueillir? Est-ce qu'ils vont créer de la demande pour ça? Est-ce qu'il va être viable dans une place de marché? OK. Tu m'as répondu avec une série de questions, mais je ne sais pas est-ce que c'est la réponse. OK. Christine, c'est bon. Product market fit. Mais tu trouves le problème, puis après ça, tu fites la solution. C'est bon, ça? Les deux réponses, ils sont bonnes. Vous avez des commentaires, non? C'est bon. Qu'est-ce que vous pensez? Ils ont la... Moi, je pense que vous êtes à 75%. Puis vos réponses complètes, je crois. Donc, vas-y, Soufiane, avec la définition. Oui. En fait, la définition, on l'a discuté à maintes reprises. En fait, on n'est pas 100% d'accord. Tu demandes à 5 personnes dans le domaine des startups, dans les incubateurs, dans les VC, puis ils ont toutes une définition différente. Donc, j'ai une bonne idée. On va définir product market fit chacun, puis on peut terminer là. OK. Donc, pour la rendre simple, keep it simple. Le S à la fin, c'est pas stupid, c'est security. Donc, security. Mais c'est quoi l'acronyme de bord? Keep it simple security? Yeah. Insecure, peut-être. OK. Ça, c'est nouveau. Insecure. Ça, c'est nouveau. Bon. Et après, si je dis des bêtises, le prochain podcast, l'Internet va va t'étrangler. Mais quand même, crucifié. Il faut dire qu'on n'a pas préparé. Donc, je peux dire des bêtises, mais la prochaine fois... En tout cas, les auditeurs, s'ils entendent des définitions, ils doivent aller chercher un petit peu quand même. Absolument. Pas juste l'absorber. Ouais. Le product market fit, c'est lorsque les clients adorent votre produit et touchent vraiment la valeur de ton produit. C'est-à-dire,
tu vas recevoir des signes comme quoi les bons commentaires chaque jour. Par exemple, Excel. Tout à l'heure, le matin, on a parlé de Excel. Je trouve que Excel, c'est un product market fit parce que il a résolu un problème dans le marché et on touche la valeur chaque jour. Et même s'il y a des concurrents, on touche la valeur d'Excel, on reste avec Excel. Ça, c'est juste un exemple. Donc, l'objectif de chaque startup, c'est de trouver le product market fit, c'est de livrer le maximum de valeur à une niche ou à plusieurs niches. Et généralement, le coût d'acquisition des clients, il descend. Parce que la rétention, c'est organique. Donc, la startup ne va pas trop dépenser en marketing après. Généralement, c'est ça. Je ne sais pas comment... Mike... Super réponse. Je vais le dire de ma façon, puis je vais essayer de synthétiser. C'est une étape dans la vie d'une startup où les deux variables principales, marché et produit, deviennent plus faciles à prédire. C'est-à-dire, à chaque fois que tu essaies de faire une vente à une clientèle cible avec un produit X, c'est grandement accepté, puis on va payer pour ça, avec des hauts degrés de confiance. Puis c'est comme une étape hyper importante, peut-être la plus importante dans la vie d'une startup, parce qu'aussitôt que tu as le product market fit, dans un certain sens, tu deviens une vraie entreprise. Puis comme oui, il y a des étapes après ça, le scaling, puis tout ça, mais si tu n'atteins pas le product market fit, tu vas être à la recherche de ton product market fit à plus jamais. Donc, ça se fait au niveau de la validation, ça, de ton produit? C'est l'objectif même de la validation, je dirais. Oui. Un petit peu après la validation. Dans nos programmes, c'est un peu après, parce que tu peux valider des choses. Dans nos programmes à l'Institut, on veut valider si on veut procéder dans une direction ou pas. Mm-hmm. Je dirais que dans notre phase de prototypage, c'est la fin du prototypage. Son objectif, c'est d'atteindre le product market fit parce que tu as besoin d'un produit. Mm-hmm. En validation, tu n'as pas de produit. Tu as peut-être un processus. Mm-hmm. Absolument. Minimum viable. MVP. Ouais. Mais c'est ça. Mais je vais le passer à Eric pour terminer là-dessus. J'ai hâte d'entendre sa définition. En fait, je ne vais pas définir du tout cette question. Je vais passer à le dernier terme que j'avais en tête pour terminer la session d'aujourd'hui, qui est aussi le terme de terminer les définitions d'une startup. Eric, avant ça. Ouais, vas-y. J'ai vu que tu as trouvé des définitions. J'ai juste fait un petit Google là. Vas-y, avec Keep It Simple. Oui, mais c'est ça, donc je crois que... Keep It Simple. Read it out loud. Read it out loud. Ouais. Non? Vas-y. Yeah, so, juste pour revenir à KISS, en fait, on avait tort. Nous, on pensait que c'était Keep It Simple Stupid, qui est plus un terme de communication marketing, mais Keep It Simple Security is an agreement made between an investor and the company. The investor invests money in the company and in exchange receives the right to purchase shares in a future equity round when it occurs. Donc, ça me semble très similaire à SAFE. Voilà, regarde ici, KISS. Yeah, you may like to think of a KISS as a hybrid that aims to keep the simplicity and user-friendliness of a SAFE, but with some of the investor protections found in a convertible note. So, donc c'est entre convertible note et SAFE. SAFE, by the way, simple agreement for future equity. Pour les raisons que Soufiane a expliquées tout à l'heure, là, mais bref. Ouais, c'est ça. Merci, ça me fait plaisir. Puis il y a une chose sur ça, c'est ça, je vais me coucher moins stupide ce soir. Merci pour la définition. Fait que dernier terme de la journée d'aujourd'hui, du podcast d'aujourd'hui, le terme exit. Startup exit, on parle souvent de ça, puis on veut aussi finir la session, donc on veut exit la session avec ce terme-ci. Donc je sais pas, Christine, veux-tu essayer de répondre avec c'est quoi un startup exit? Ben, je pense que c'est au niveau de la startup est rendue à un point qu'elle a fait bien de l'argent, puis elle veut prendre sa sortie en vendant son produit ou son service. Puis elle peut prendre sa retraite, aller sur la plage ou recommencer une nouvelle compagnie, une nouvelle startup. All right. Antoine? Moi, je pense que c'est une bonne réponse. Ça va être les propriétaires ou les fondateurs de la compagnie, de la startup, qui vont avoir fait grandir l'entreprise jusqu'au point où ils voulaient, puis qui vont vouloir sortir du marché en vendant leur part, puis en
relaissant la compagnie à quelqu'un d'autre, puis en faisant ce qu'ils veulent de l'équité qui touche de ça. Ding, 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 ding. Je suis très content que vous avez eu la bonne réponse, les deux. Je rajouterais juste que c'est pas juste les entrepreneurs eux-mêmes qui vont vouloir exit. Des fois, c'est les investisseurs qui veulent que les entrepreneurs exitent. Fait qu'ils sont forcés à sortir du marché, donc en vendant ou en se devenant public. Mike, je te laisse rajouter là-dessus. Oui, tout le monde qui détient des parts dans l'entreprise, donc employés, investisseurs, fondateurs, etc. Exit, c'est on sort de la compagnie. Christine t'a dit produit-service, pas tout à fait, parce que ça, c'est vendre son produit-service. C'est plutôt la compagnie comme telle ou des parts de la compagnie. OK. Puis ça peut être entier ou partiel. Ça peut être un exit partiel où que 30% de la compagnie est vendue, puis tout le monde peut sortir peut-être un peu. Puis ça peut aussi être un IPO, mais on va pas aller là. Initial Public Offering, tu t'en vas sur les marchés publics. Guys, je pense que c'est un excellent point où arrêter sur le exit. Alors, on doit faire notre exit aujourd'hui, mais j'espère que vous avez appris des nouvelles choses. Yes, c'est sûr. Absolument, oui. On en apprend tous les jours. Puis nous aussi, d'ailleurs, c'est important de mentionner que de se forcer à l'expliquer, souvent sans notes, ça nous aide à comprendre un peu notre métier un peu plus. Puis les choses comme KISS, aucune idée. On est tout le temps en apprentissage. Ouais, en fait, je vais ajouter une chose. Bravo à Antoine et à Christine, parce que vous avez le courage de faire ça. C'est pas n'importe qui va accepter de faire ça. Here, here. Il faut juste vous dire une chose, c'est que nous-mêmes, on apprend chaque jour, parce que dans ce monde de start-up, chaque jour, il y a de nouveaux termes. Chaque jour. Alors, bravo. Déjà, vous avez eu de bonnes notes. Et merci pour... Ouais, merci à vous deux. Ça. Ouais. Merci, bonsoir à tous. Merci, guys.